Au moment où je vous parle, Mmh. est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui, peut-être. Mais la réalité, et s'il y a une chose que je regrette, c'est que nous n'avons pas réussi à partager la contrainte, plus exactement la nécessité de faire cette réforme. L'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souvent à travers ses idées. Bonjour à tous, je prends le temps de faire cette vidéo pour revenir sur la dernière intervention d'Emmanuel Macron et plus largement sur la situation politique du pays. Alors, je ne vais pas commenter ici les petites phrases odieuses ou mensongères du président de la République. Il a été, comme à son habitude, arrogant et méprisant, avec un message de fond qui est toujours le même. J'entends la colère, mais au fond, j'en ai strictement rien à faire. Bon, la chanson, on la connaît. Et d'ailleurs, sa stratégie, on la connaît aussi depuis le temps, c'est passer en force au niveau institutionnel et réprimer sévèrement et brutalement le mouvement social pour tuer toute contestation. Et ça passe par les consignes qui sont données aux préfets et aux forces de l'ordre pour brutaliser les manifestants, pour commettre des arrestations arbitraires et totalement illégales, ou encore pour réquisitionner de force les salariés grévistes. Alors je ne m'étends pas là-dessus parce que je ferai une vidéo dédiée spécifiquement sur le sujet. Mais vous avez compris l'idée de Macron. Tant qu'on se balade gentiment dans des cortèges organisés ou que la grève ne perturbe pas vraiment le fonctionnement de l'économie, ça va, il est d'accord. Mais en revanche, dès qu'on commence à constituer un caillou dans la chaussure et que on perturbe le fonctionnement de l'économie, ce qui est un peu le principe même de la grève, bon là, il montre son vrai visage, brutal et autoritaire. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de revenir sur les deux principaux arguments de fond qu'utilise Emmanuel Macron pour justifier sa réforme des retraites. Alors le premier argument, je vais passer très vite, parce que c'est le fameux «il n'y a pas d'alternative», «cette réforme est incontournable», «il faut la faire dans le bien du pays». Bon, je ne vais pas me lancer dans des explications techniques fastidieuses, parce que l'arnaque, elle est tellement énorme qu'il n'y a pas besoin. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous explique qu'à l'horizon 2030, le régime des retraites aura un déficit potentiel de 13 milliards d'euros. Donc déjà, c'est un déficit hypothétique, mais surtout, 13 milliards d'euros, c'est rien du tout. C'est 10 fois moins, voire 20 fois moins que toutes les aides fiscales qu'on donne chaque année aux plus grandes entreprises de ce pays. Et puis de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on ne résout pas les vrais problèmes urgents du pays, et je pense en particulier à la nécessité de le réindustrialiser, on va continuer de s'appauvrir. Ça veut dire que dans quelques années, on va devoir refaire une autre réforme des retraites où cette fois-ci, on nous expliquera qu'il faut travailler jusqu'à 66, 68, 70 ans. Vous voyez qu'à ce rythme-là, on peut aller loin comme ça. La réalité, c'est que les gens qui nous gouvernent sont des incompétents et qu'ils essayent de le masquer en faisant payer l'addition à tous les autres. Et tous les autres, c'est nous. Et pour conclure sur cet argument, vous allez voir qu'on a un allié de circonstance de poids qui pense exactement comme nous, et il s'agit de Jacques Attali. Donc Jacques Attali, c'est pas un communiste, c'est pas un uluberlu, et pourtant, vous voyez ce qu'il dit. Mais Jacques Attali, sur la fiscalité, puisque c'est une des pistes que vous avez évoquées, sur ces fameux 13 milliards qui manquent, est-ce qu'on aurait pu, selon vous, aller chercher cet argent ailleurs? Bah, quand on trouve facilement 500 milliards pour des tas de choses, 20 milliards pour X et 12 milliards pour Y, sans trop de difficultés, on aurait peut-être pu en chercher aussi pour ça. Euh, Moi, dans ma famille politique qui est plutôt la gauche, je les aurais cherchés dans les impôts sur les plus riches, puisqu'on a fait un certain nombre de cadeaux aux plus riches depuis quelques années, c'est là où je les aurais cherchés. J'en viens maintenant au second argument de Macron, qui nous explique que seuls les élus sont légitimes à représenter le peuple, qu'il oppose à la foule, et il nous dit que le processus institutionnel a été entièrement respecté, il parle de cheminement démocratique. Mais déjà, c'est là qu'il y a une tromperie, parce qu'il y a une différence à faire entre le cheminement démocratique et le cheminement institutionnel. Alors accordons-lui quand même un point. Il est vrai que Macron peut se réfugier derrière l'argument de la légalité. Il est vrai que le texte sur la réforme des retraites a été adopté par l'utilisation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque les motions de censure contre le gouvernement ont été rejetées. C'est vrai, c'est un fait. Mais la légalité ne fait pas tout. Emmanuel Macron, il est président de la République. C'est pas un administrateur ou un juge chargé d'appliquer le droit. Il doit gouverner, même plus précisément, présider le pays. Et donc, quand vous exercez cette fonction, votre rôle, c'est d'entraîner le pays derrière votre politique, au moins une majorité du pays derrière vous.
Et ça, c'est ce qu'on appelle la légitimité. Et donc en fait, ce que nous dit Macron, c'est j'ai la légalité de mon côté, et donc la légitimité, j'en ai rien à faire. Rien à foutre. Et pourquoi il dit ça? Bah, précisément parce que ce texte n'a strictement aucune légitimité. Et là, il faut quand même reprendre les choses dans l'ordre. Emmanuel Macron n'a pas été élu sur son programme. Il a été élu au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, avec tout un pan de l'électorat qui a voté pour lui pour faire barrage à l'extrême droite. Et ça, il le sait très bien, puisque au soir de l'élection, il le reconnaissait lui-même. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. C'est de la poudre de perlimpinpin. Macron a ensuite obtenu une majorité de raccro à l'Assemblée nationale, puisque 3 grands blocs politiques se sont dégagés, ce qui montrait la volonté des Français de forcer Emmanuel Macron à faire des compromis avec les autres partis politiques. Alors c'est vrai que Macron et compromis dans la même phrase, ça sonne un peu faux. Ensuite, sur le texte même de la réforme des retraites, Macron a utilisé toutes les astuces institutionnelles pour passer en force. Il l'a fait dans le cadre d'une loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Il a utilisé ce qui n'avait jamais été fait, l'article 47.1 de la Constitution, pour limiter le délai d'examen à l'Assemblée à 40 jours. Et puis enfin, bien sûr, il a utilisé l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Bref, il a utilisé tous les moyens possibles à sa disposition pour tordre le bras au Parlement. Et enfin, la motion de censure contre le gouvernement a été rejetée à seulement 9 voix près. Vous vous rendez compte? À 9 voix près, le gouvernement tombait et la réforme des retraites avec. Donc vous voyez que du strict point de vue de la légalité, certes, Macron peut se réfugier derrière elle, mais il est passé par un trou de souris, en tordant la Constitution dans tous les sens pour forcer le processus institutionnel. Ça veut dire que la légitimité au niveau de la représentation nationale, au niveau des élus, elle est infime. Il n'y a aucune marge, c'est vraiment passé ric-rac. Et surtout, lorsqu'on parle de légitimité, on ne se contente pas de regarder la représentation nationale, on regarde aussi ce que pense le peuple. Et là, les choses sont très claires. Les sondages d'opinion montrent que plus de 90% des actifs rejettent cette réforme, et c'est pareil pour plus de 70% de la société française dans son ensemble. Par ailleurs, vous avez des mobilisations sociales qui sont historiques depuis des semaines et des semaines. Donc il faut être clair, la France, dans son immense majorité, ne veut pas de ce texte. Et ça aussi, que Macron le veuille ou non, c'est un fait. Dès lors, un petit rappel au président de la République s'impose, parce qu'il est censé être le gardien de la Constitution. Et dans la Constitution, dans l'article 2, il est dit que le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et l'article 3 précise que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Il y a donc un principe très clair qui est proclamé par la Constitution: la souveraineté appartient au peuple et à lui seul. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a la lettre de la Constitution, mais il y a aussi son esprit. Et l'esprit de la Constitution, il a été insufflé par la pratique du général de Gaulle qui a instauré la Ve République. Et qu'a-t-il fait quand un conflit de légitimité a surgi entre la représentation nationale et le peuple? Parce que ça s'est produit. Ça s'est produit en mai 68. Eh bien, ce que De Gaulle a fait, c'est qu'il a commencé par dissoudre l'Assemblée nationale le 30 mai 1968. Et à cette occasion, les Français ont renouvelé leur confiance au général de Gaulle en lui donnant une majorité à l'Assemblée nationale. Mais ça ne lui a pas suffi, et en avril 69, il a convoqué un référendum en engageant sa responsabilité sur le scrutin, et il l'a perdu, de justesse, il l'a perdu à 2% près. Eh bien, il a décidé de démissionner. Donc vous imaginez un peu le général de Gaulle, le héros de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, celui qui a potentiellement sauvé le pays d'un coup d'État militaire au moment de la guerre d'Algérie en 1958, l'un des plus grands hommes politiques français, si ce n'est le plus grand du XXe siècle, lui le premier, s'est soumis à la volonté populaire et lorsqu'il a été désavoué, il est parti. Vous voyez combien la comparaison est cruelle pour Emmanuel Macron, parce qu'il est un petit président pathétique, qui est tout sauf un démocrate, qui depuis qu'il est arrivé au pouvoir a tout fait pour diviser et fracturer le pays en s'appuyant uniquement sur son bloc électoral qu'il sait minoritaire et ça lui pose aucun problème. Donc soyons très clairs,
Emmanuel Macron, avec cette réforme des retraites en particulier, il bafoue totalement l'esprit de la Constitution de la Ve République. Donc pour en revenir à notre situation, il y a manifestement un conflit de légitimité entre d'un côté les représentants de la nation et de l'autre le peuple. Et dans pareille situation, il n'y a qu'une seule solution, il faut en revenir au peuple. Ça laisse deux possibilités pour Emmanuel Macron, soit dissoudre l'Assemblée nationale, soit convoquer un référendum pour que le peuple puisse se prononcer directement. Mais bon, on a bien compris que Macron ne fera jamais ça, puisqu'il n'est pas là pour sauver la démocratie, mais il est là pour servir les intérêts de l'oligarchie qui l'ont porté et maintenu au pouvoir. Il ne reste donc qu'un seul recours, la lutte, partout où vous le pouvez, en toutes circonstances. Et n'écoutez pas les donneurs de leçons qui voudraient nous faire croire que c'est terminé, que les carottes sont cuites, etc. C'est faux. Tant que les forces de résistance se déploieront dans le pays, la victoire restera à portée de main. Et je veux conclure cette vidéo en rendant hommage à tous ceux qui se battent depuis des semaines. On sait ce qu'il en coûte de sacrifices, et pourtant vous avez fait le choix du combat. Alors que grâce vous soit rendue parce qu'aujourd'hui, les héros, c'est vous. Prenez soin de vous et de vos proches, et surtout, on lâche rien.